Allez, ça enregistre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de nous retrouver dans ce premier meet-up de la saison, la 5e saison, pour ce meet-up data science responsable et de confiance. On est très content de retrouver des têtes qu'on connaît et puis des nouvelles et nouveaux venus, comme à chaque fois. On va continuer notre cycle avec un regard un peu plus attentif qu'avant sur les questions d'IA générative. Et avant de passer la parole à nos invités du jour qui vont nous faire part de leur perspective et de leur domaine sur ce thème très large, je vais faire une petite intro très rapide. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien le Meetup, donc très rapidement, Labelia Labs, on existe depuis 2019, depuis 2018, et on se focalise depuis 2019 sur ces questions d'IA responsable et de confiance. Et au fil des années, ce qu'on fait a petit à petit convergé vers un triptyque d'outils sur ces questions pour aider les entreprises à comprendre leur niveau de maturité ou progresser et à reconnaître celles qui ont le plus de maturité sur le sujet. Donc il y a le référentiel cadre d'exigences, de bonnes pratiques et d'outils. Il y a l'outil en ligne en libre service et gratuit pour s'évaluer. Et puis, il y a le label pour les entreprises les plus avancées qui est détenu aujourd'hui par 7 entreprises, dont 5 au niveau avancé et 2 au niveau intermédiaire. Et avec les AI Act qui arrivent, c'est un petit peu l'ébullition sur ces sujets. Donc, je m'étends pas là-dessus. S'il y en a que ça intéresse, posez des questions dans le chat ou contactez-moi à part. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. En attendant, de démarrer, je vous remets les petits liens à connaître, la présentation. On va mettre le lien dans le chat, vous pourrez aller les voir et vous connecter au réseau si vous n'y êtes toujours pas. Et puis, je termine cette mini intro super rapide par une petite blague qui en fait n'en est pas tant une. Donc vous avez à l'écran une capture d'écran d'un vrai journal qui dit que Air Canada a dû rembourser des clients en vertu d'une politique de remboursement qui n'existe pas, mais qui a été hallucinée par le LLM qu'ils avaient mis dans le chatbot de SAV, ce qui est un exemple assez sympa que j'ai insuffisamment vu relayé. Donc, je me permets de vous proposer pour illustrer vos futures conversations et présentations sur ces thèmes, quand il faut parler de la maîtrise de ces technologies qui sont beaucoup plus compliquées à maîtriser que ce qu'on voudrait bien croire. Alors, pardonnez-moi, je dois accepter en même temps les gens qui arrivent dans le call, donc c'est pas évident de faire l'intro en même temps. Mais elle est finie et je passe la main. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-Pierre de l'Inagora dans un premier temps et puis Caroline, Rémi et Samuel de Data for Good dans un second temps. Donc sur la première présentation, Jean-Pierre, je te passe la main. Tu vas nous parler d'IA générative et avec un focus tout particulier sur l'open source dans ce domaine, avec le mouvement OpenLLM France, les modèles Claire 7B, Lucie 7B, et puis la démarche open source initiative. Donc, je te laisse nous éclairer sur tout ça et je te passe la main pour présenter. Ok, merci Eric. Je partage mon écran. C'est parfait, on le voit arriver. C'est bon? Super, Ça doit être bon. c'est parfait. Tout d'abord, bon, je m'excuse, mes planches sont en anglais, mais je ferai la présentation en français si vous voulez bien. Donc, on va, comme Eric vous le disait, donc je vais essayer de vous parler un peu de LLM et d'open source. Donc, tout d'abord, quelques éléments pour, euh, pour me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Lauré, je suis en charge des activités recherche chez l'Inagora. Quelques mots sur l'Inagora. Donc, l'Inagora, c'est donc une PME qui a maintenant 25 ans d'existence, dont le modèle économique est 100% basé sur l'open source et qui a la spécificité d'avoir un statut particulier. Donc, l'Inagora, c'est ce qu'on appelle une entreprise à mission et donc la mission de l'Inagora étant de fournir ce qu'on a appelé des good tech
des bonnes technologies, alors avec tout ce qu'on peut bien sûr discuter sur la définition, mais en tout cas, pour nous, tout ce qui est good tech passe fondamentalement donc par le prisme de l'open source. Et on verra que c'est un sujet qui reste assez controversé dans le domaine de l'IA générative et dans le domaine des LLM en particulier. C'est bizarre, moi. Ma planche est bizarre, bon, c'est pas grave. Simplement pour vous dire que l'Inagora développe un certain nombre de technologies que l'on développe, que l'on diffuse en open source. Donc en particulier, on développe une solution qui s'appelle Linto. C'est un ensemble de technologies vocales qui permettent d'une part l'enregistrement d'échantillons vocaux et puis l'analyse de ces enregistrements. Et on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est analyse, enregistrement, transcription et analyse de réunions, comme celle d'aujourd'hui, par exemple. On a développé les briques qui permettent d'aller capter l'échantillon vocal, le transcrire, donc on a développé nos propres briques en la matière, et puis l'analyser avec des outils qui permettent d'éditer cette transcription, de la noter. Et puis, donc, on a vocation à proposer des outils pour générer le compte-rendu. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, à nous intéresser depuis déjà quelques années aux architectures transformer et donc au LLM, puisqu'ils sont particulièrement bien adaptés pour ce type de tâches. Donc ça, c'est un peu pour planter le contexte et pour vous faire comprendre pourquoi nous nous sommes intéressés donc, à l'IA générative. Par ailleurs, donc, de cet intérêt pour l'IA générative et puis de notre philosophie open source, on a mis on a eu l'idée il y a à peu près un peu plus de 6 mois maintenant de créer une communauté qui s'appelle la communauté OpenLLM France, qui vise à rassembler donc un ensemble d'acteurs qui s'intéressent à l'IA générative, à ces technologies et leur diffusion donc en open source, avec l'idée pour nous de bâtir donc cette communauté sur l'idée de construire des IA qui sont réellement open source. Et je vais revenir après sur évidemment notre définition de ce qu'on appelle le réellement open source en matière d'intelligence artificielle. Et le deuxième objectif, donc, c'est de construire cette communauté. Cette communauté qui maintenant, alors ça, c'est des planches un petit peu anciennes, mais maintenant, donc, sur notre site Discord, qui rassemble la communauté, on a près de 600 membres. Qui sont soit des membres académiques, soit des entreprises, soit des individus, qui sont des gens qui développent de l'IA, d'autres qui l'utilisent, d'autres qui s'y intéressent, et l'ensemble des acteurs étant assez convaincus que l'open source était une voie importante à suivre en la matière. Donc on a organisé un certain nombre de meet-up, nous aussi, qui traitent de ces sujets pour rassembler la communauté.
Alors, revenons un peu à cette définition de l'open source, de l'IA open source. Donc, on sait tous ce que c'est que du logiciel open source. Il y a des définitions qui ont été apportées par la Free Software Foundation, par l'Open Source Initiative. Donc, il y a déjà maintenant une vingtaine d'années. Donc, on connaît comment marchent les systèmes de gestion de licences associés au logiciel, associés aux données, les données ouvertes, etc. C'est un courant qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. Il y a aussi des modèles qui ont été définis. Mais une IA, surtout quand on parle d'IA générative, hein, donc de modèles de type deep learning, donc en gros d'ensemble de valeurs de paramètres, eh bien, ce n'est pas, il n'y a pas de définitions qui sont communément admises. Mais par contre, il y a de nombreux acteurs qui se prétendent open source. Donc, évidemment, le plus connu, c'est Llama de Meta, mais on a aussi des exemples, même donc en France, avec Mistral, qui se positionne aussi sur ce segment, enfin, qui se positionnait, disons, maintenant. Ils ont un peu changé leur positionnement, mais ils continuent quand même, à travers un certain nombre de modèles, à se positionner en tout cas, à se dire open source. Et pourtant, si on y regarde de près, quand on va donc télécharger un modèle tel que Llama 2 ou Mistral 7B ou Mixtral, eh bien, ce qu'on récupère, c'est essentiellement d'une matrice, des valeurs de paramètres, une matrice synaptique, mais on n'a aucun moyen d'analyser et de pouvoir exactement mesurer ce qu'est ce modèle, ce qu'il va faire. Alors, on parlait d'hallucination, juste au départ de cette présentation. Tout le monde sait que ces modèles d'IA générative ont la fâcheuse habitude d'halluciner. On ne sait pas trop pourquoi. C'est des boîtes noires complètes. Donc, devant ce manque de définition, donc l'Open Source Initiative, qui avait défini ce qu'est l'open source pour le logiciel, eh bien, a initié des travaux pour définir ce qu'est donc de l'IA open source. Ces travaux sont en cours. Vous pouvez y participer. Hein. Il y a donc, un ensemble de canaux collaboratifs que je n'ai pas indiqué là d'ailleurs, mais que je pourrais vous communiquer si vous voulez, et donc venir participer donc aux réflexions autour de la définition de ce qu'est l'IA générative. Bon, le point de départ de cette réflexion, les gens se sont dit, bien, quand même, rapprochons-nous de ce qu'est la définition du logiciel open source. Et la définition du logiciel open source, elle s'articule autour de 4 libertés, les fameuses 4 libertés définies par Stallman il y a maintenant plus de 30 ans, je crois. Donc, les 4 libertés du logiciel libre, dont la première liberté, c'est la liberté d'utiliser. La deuxième, c'est la liberté d'étudier. La troisième liberté, c'est la liberté de modifier. Et la dernière, c'est la liberté de partager. Et si on essaye de transposer ces 4 libertés au contexte du logiciel, de l'IA open source, eh bien, donc la première liberté, c'est la liberté d'utiliser le système pour tous les usages,
et sans avoir à demander la permission. Donc là, on voit déjà que ça nous élimine un certain nombre d'acteurs. La liberté d'étudier comment le système, travaille, et puis d'être capable d'inspecter, d'examiner tous ses composants. Donc la liberté de modifier, donc la liberté de modifier le système pour quelque usage qu'il en soit, en autorisant la possibilité de changer les résultats produits par ce système. Et puis la liberté de partager le système à tous, avec ou sans modification, pour quelque besoin que ce soit. Et quand on regarde ça, eh bien, bon, alors il est évident que l'AMA 2 n'est pas open source, il y a des restrictions d'usage qui sont associées, il y a beaucoup de modèles qui sont associés à des restrictions d'usage, et on peut se poser quand même vraiment la question sur le fait que est-ce qu'un modèle pour lequel on ne connaît rien des données qui ont été utilisées pour le générer, est-ce qu'un tel modèle, on peut lui donner l'appellation d'open source? Et nous, on prétend que non. On prétend que pour être qualifié d'open source, un modèle d'IA générative eh bien, doit être accompagné des données qui ont été utilisées pour l'apprentissage, de manière à pouvoir les inspecter et à pouvoir essayer au maximum de comprendre le fonctionnement. Donc pour tous ceux qui ont déjà utilisé Mistral, vous savez que Mistral eh bien, ne donne absolument aucun détail, on ne sait même pas, donne encore moins de détails que Meta sur les données qu'ils ont utilisées pour générer leur modèle. Et donc ça, c'est une planche qui se veut un peu résumer donc, notre code de conduite. Donc nous, en tout cas, les règles sur lesquelles on s'appuie pour qualifier donc, un modèle d'open source, et aussi on essaye de contribuer à ça donc, du côté de l'open source initiative. Bon, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément complètement simple, puisque l'open source initiative regroupe beaucoup d'acteurs nord-américains qui ont une conception un peu différente que de la nôtre, mais c'est quand même des discussions en cours actuellement. Et donc, pour nous, pour être qualifié d'open source, eh bien, un des premiers éléments qu'il faut fournir, c'est du code open source, c'est-à-dire être capable de fournir avec le modèle l'ensemble du code qui a permis, l'ensemble des sources du code qui ont permis de le générer, qui ont permis de mettre en œuvre toute la phase de ce qu'on appelle la phase de pre-training, donc tout ce qui est génération du modèle from scratch, sous une licence open source, bien entendu. Donc le modèle ouvert, donc l'open weight, comme donc les poids du modèle qui sont disponibles sans aucune restriction pour différents usages, et en tout cas des usages qui sont décrits dans une licence. Et puis donc des corpus ouverts qui accompagnent donc le code et le modèle, et qui viennent donc les corpus de données, donc qui permettent donc d'examiner et d'avoir des informations assez précises sur les données qui ont été utilisées pour générer le modèle. Alors, nous, on considère donc que on considère que le modèle peut être vu comme un travail dérivé des données, c'est-à-dire que la licence qui régit les données
impacte la licence du modèle. Donc ça, c'est une définition assez restrictive qu'on a appliquée donc, pour nos modèles. Il va de soi que ce n'est pas celle qui est adoptée par tous. Bon, si on regarde l'AMA un peu plus, l'AMA 2 d'un peu plus près également, il y a aussi une préoccupation sur une dimension culturelle qui est importante. Si vous regardez donc les jeux de données, parce que l'AMA ne donne pas ces jeux de données, mais il donne un certain nombre d'informations sur les jeux de données qui ont été utilisés pour le générer. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que bon, à peu près 90% des données, c'est des données en langue anglaise. Et donc, il y a 0,17% d'allemand, 0,16% de français, et pour toutes les autres langues européennes, bon, ça va un peu dans le même sens, c'est encore plus faible. Donc, on voit bien que des modèles qui vont être appris sur ce type de données vont avoir des biais culturels importants. Et donc, pour nous, il nous semble important que pour des modèles utilisés en France et en Europe, eh bien, on ait un équilibre beaucoup plus favorable pour la langue française et les langues européennes. Une autre de nos préoccupations, c'est de ne pas se focaliser sur les très gros modèles. Donc, au début de l'ère ChatGPT, donc on a cru qu'il fallait faire des modèles de plus en plus gros, donc en termes de milliards de paramètres, pour avoir de très bonnes performances. Et de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a un équilibre à trouver en fait, entre le volume des données et la qualité des données qu'on utilise pour l'entraînement, et puis donc la qualité du modèle qui va être produit. Et donc, on peut avoir des modèles qui sont beaucoup plus petits, mais qui ont des performances relativement bonnes, surtout si on les focalise pour des usages particuliers. Donc, plutôt que d'avoir des très gros modèles un peu general purpose, donc pour tout usage, eh bien, on se focalise sur des modèles de plus petite taille. Alors, des modèles de petite taille, pour nous, c'est des modèles dont le nombre de paramètres est donc de l'ordre ou moins que 7 milliards de paramètres. Donc, les modèles 7B sont pour nous des modèles de petite taille. Donc, ces modèles de petite taille, bien sûr, ils consomment beaucoup moins de ressources pour les entraîner. Mais surtout, ils sont beaucoup moins consommateurs d'énergie à l'exécution. Ils peuvent, s'ils sont suffisamment petits, s'exécuter sur des matériels on-edge, excusez-moi pour le franglissme, et les tout petits modèles peuvent même, les modèles à 1B peuvent même tourner sur des téléphones, sur des smartphones. Donc, beaucoup d'avantages à ce type d'approche. C'est dans ces idées qu'on a développé donc un premier modèle donc qui s'appelle Claire. Alors, le modèle Claire, c'est un modèle de continual pre-training, c'est-à-dire qu'on a pris un modèle déjà existant, on a pris des données propres, ouvertes, etc., sur lesquelles on travaille depuis un certain nombre d'années, des données conversationnelles, parce que nous, comme je vous ai dit au début, on s'intéresse donc à la conversation. Et donc, le modèle Claire est un modèle particulièrement bien adapté pour comprendre la conversation en français, avec ses diffluences, avec
tout ce qui accompagne la conversation. Donc, on a rassemblé un corpus de 140 millions de tokens. Alors, le token, ce n'est pas exactement la même unité que le mot, mais bon, on peut, en première approximation, donc dire qu'un token correspond en gros à un mot. Donc, 140 millions de tokens de données conversationnelles. Et on a publié donc ce modèle qu'on a entraîné sur Jean Zay. On l'a publié donc sur Hugging Face, donc, où vous allez pouvoir trouver eh bien, et le modèle donc, et les données. Bon, il y a un article qui décrit les notes données, et puis donc le code, lui, est disponible sur GitHub. Et dans le même esprit, ce qu'au jour d'aujourd'hui on est en train de faire, c'est d'entraîner donc un modèle qui va s'appeler Lucie, qui est un modèle from scratch. Donc le modèle from scratch signifie qu'on repart de zéro. Donc c'est pas les mêmes, évidemment, ça demande pas les mêmes ressources qu'un modèle en continual pre-training. C'est plutôt de l'ordre de 100 à 200 000 heures d'entraînement. Donc, sur ce modèle, pour ce modèle-là, on a rassemblé donc un corpus de données propres de 140 milliards, cette fois, de tokens en français. Donc, il contient tout un ensemble de sous-corpus. Mais on a mis également de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et de l'italien, et puis du code, le code étant là pour lui donner un peu de faculté de raisonnement. Ce modèle donc est en cours d'entraînement sur Jean Zay. Il n'est pas encore disponible au jour d'aujourd'hui. Voilà, ça c'est un diagramme qui, juste pour vous expliquer un tout petit peu l'approche qu'on a suivie. Donc, quand vous faites un entraînement dit from scratch ou à partir de zéro, donc une étape de pre-training, vous rassemblez un gros volume de données, vous faites. Oui, je pense que j'ai plus que quelques minutes. Vous faites une étape de pré-entraînement et ensuite vous allez affiner votre modèle, donc c'est ce qu'on appelle l'alignement. Donc pour clair, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné parmi des modèles déjà existants celui qui correspondait le mieux à notre besoin. Donc on a fait plusieurs entraînements et on a comparé les résultats. Et donc on a fait donc une étape de continual pre-training sur nos données de dialogue. Bon, je passe rapidement pour vous dire que ce projet est soutenu par un projet ANR qui s'appelle LLM for All, dans lequel il y a un certain nombre de partenaires, donc le L'Oréal, l'École Polytechnique, la PHP parce qu'on étudie les cas d'usage dans le domaine médical, et puis Hugging Face. Donc, vous trouverez donc toutes les informations qui sont disponibles ici. Ah oui, alors là, ma planche. Bon, carrément, comme ça m'évite de passer le slide. C'était pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres initiatives. Ah oui, je n'ai pas vérifié le PDF, je suis désolé, mais j'ai eu un problème de génération de PDF. Donc, il y a beaucoup d'autres initiatives actuellement en Europe qu'on essaye de fédérer. En tout cas, on a pris des contacts avec un certain nombre d'autres initiatives. Et si vous voulez donc venir travailler avec nous, donc ça c'est l'URL de notre Discord. Normalement, il y avait un QR code qui était tout en gros, maintenant qui est tout petit. Mais vous trouverez où on partagera les planches a posteriori si vous voulez.
Mais en tout état de cause, vous vous connectez sur ce Discord et vous pouvez venir participer. Sauf erreur, c'est ma dernière planche. Ouais. Et merci beaucoup Jean-Pierre, super intéressant. En fait, je levais la main parce que j'avais une question, quand tu étais sur un de tes derniers slides. Je suis sûr qu'on va la voir et puis c'est l'occasion, avant de la poser, de dire à tout le monde si vous avez des questions, allez-y, mettez-les soit dans le chat, soit, levez la main. Donc voilà, la question tu as en partie répondu, mais c'est pourquoi, vous avez choisi Falcon, qui est quand même pas un modèle, je sais pas, très, très connu et très, très accessible en quelque sorte? Comment vous avez pensé déjà à le tester parmi ceux que vous avez testés? Puis quels sont les éléments de ces caractéristiques qui font qui vous correspondent, enfin qui correspondent à ce que vous vouliez faire Alors, pour faire? ouais, on a choisi les modèles open source Ouais, à 7 milliards de paramètres, OK, qui nous paraissait une bonne taille par rapport au volume de données dont on disposait. Et donc, les modèles qui étaient le plus performant en la matière, c'était donc Falcon, Mistral et Llama 2. Pour des raisons évidentes, on a éliminé Llama parce que c'était les GAFAM. Donc, mmh, bon. Donc, on restait Mistral 7B et Falcon 7B. Donc, on a fait le continual pre-training sur les deux. Si vous allez sur Hugging Face, vous allez trouver en fait un clair Mistral et un clair Falcon. Mais le clair Mistral 7B est moins bon en français que OK, Falcon 7B, OK, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, c'est pour ça qu'on a retenu Falcon. OK, OK, ça marche. Ça marche et du coup, seconde question, du coup, le Lucie, 7B qui est en cours d'entraînement, tu peux donner, un horizon de temps indicatif? Quand est-ce que l'entraînement se termine? Et puis Alors, combien de temps il aura duré? on pense on espérait que ce soit au mois d'avril. Là, je pense que ça sera mi-mai. Il OK, faut compter à peu près 2 mois. d'accord, OK, Si, voilà, si on n'a pas de problème ouais, entre-temps. ça marche. Et donc là, on peut répéter à tout le monde autour de la table que, que Claire pour l'instant et puis Lucie à partir de mi-mai, ils sont open source, dans des licences qui permettent de, les réutiliser, y compris pour des usages commerciaux? Alors, Claire, c'est pour un usage non commercial, hein, parce OK, il y a certaines. Alors, il y a deux versions de Claire. Hein, si vous allez sur notre Hugging Face, notre espace Hugging Face, il y a une version qui est à usage non commercial, parce qu'il y a des données qui étaient restreintes à usage non commercial. Donc, on a appliqué notre principe, doit être les seuls à appliquer. Mais ça ne fait rien, parce qu'on voulait être rigoureux. Et, et il y a une version à usage commercial. On a fait un autre entraînement en restreignant donc notre jeu de données, en enlevant les jeux de données qui étaient à usage non commercial. OK, ouais, ça marche. Hyper clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'en ai une autre, Jean-Pierre. La caractéristique, open source pour un modèle comme ça, est-ce que ça, vous donne un avantage, vous, l'Inagora, en termes de conformité, à l'AI Act et à d'autres aspects réglementaires par construction du fait que c'est open source ou pas? Alors, bon, de ce que j'ai compris de l'AI Act, mais je ne suis pas un expert en la matière. Personne ne l'est, je Euh, crois. donc, il y a une clause, il y a visiblement une clause qui a été poussée par Mistral euh, pour exempter les open source, sans savoir trop d'ailleurs ce que ça voulait dire, Mmh. exempter les open source des clauses de publication, des jeux de données, etc. Enfin, toutes les clauses qui régissent les gros modèles, ce que dans l'IA Act, ils appellent, le terme m'échappe,
C'est les modèles fondations. Fondationnel, ouais. Pardon? Modèle fondationnel. Il y a Non, non, parce que les modèles fondation, Claire, c'est un modèle fondation, ouais. Lucie serait un modèle fondation, mais des modèles fondation généraux, qui sont en général des très Ah oui. gros modèles Oui, oui. comme GPT ou Ouais. comme Donc d'autres general modèles. purpose, quelque chose. Voilà. GPAI, ils appellent ça, Ouais. si ma mémoire est bonne. Et donc, associé à ces modèles-là, il y a un certain nombre de restrictions. Et les modèles open source sont exempts de ces restrictions, c'est ce que j'ai compris. OK. Mais OK. c'est pas pour ça qu'on a choisi, parce que l'IA Act est sorti entre-temps, et puis Ouais. et par ailleurs, nous, l'open source, bon, c'est l'ADN de l'Inagora, quoi. Ouais. OK. Alors, je vois 2 questions, dans le chat. Une première sur, l'évaluation de l'impact énergétique des entraînements, si vous avez calculé ça. Heu, Alors, on a calculé ça euh, pour, euh, pour Claire. Donc, on a calculé que, en fait, donc le continual pre-training, hein, c'est pas très gourmand en calcul, surtout qu'on fait ce qu'on appelle du LoRa. Donc, on a consommé donc 25 kWh et 25 kg, et donc l'équivalent d'un kilo et demi de CO2. Alors, pour être parfaitement honnête, hein, donc comme je vous l'ai dit, on a fait plusieurs essais, hein, donc ça c'est si on avait eu juste du premier coup. Mais OK. évidemment, on n'a jamais juste du premier coup. Il faut faire. Enfin, c'est en fait la général. L'IA reste une science assez expérimentale. OK. Et j'ai vu une autre remarque. Les modèles à risque systémique, oui, c'était le terme que je cherchais. Oui, merci. OK. D'accord. Et donc vous êtes, vous tombez dedans avec Claire ou pas? Non, non, on Non? ne tombe pas dedans. Non, non. Les petits modèles euh, tombent pas dedans. Non. OK. OK, bah, merci beaucoup. C'est vrai que je regarde l'heure en même temps, il faut qu'on bascule sur la deuxième présentation parce que déjà on va déborder un petit peu sans doute. Mais, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les garder en réserve et puis on pourra les relayer à Jean-Pierre, et puis vous relayez les réponses. Hem Et donc on va basculer. Merci beaucoup Jean-Pierre, super intéressant. On invite donc tout le monde à s'intéresser un peu plus à l'aspect open source, des LLM et de l'IA générative en général. Donc OpenLLM France, Open Source Initiative, sur le sujet et puis, bah, les modèles de l'Inagora, à suivre, sur Hugging Face. Voilà. Et puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord. Je vais mettre le lien dans le chat. Dans le chat, impeccable, super, merci beaucoup Jean-Pierre. Allez, J'arrête bah, le partage. super. Et ben, on passe la main du coup, à Caroline, Rémi et Samuel, de Data for Good pour une présentation sur plusieurs sujets. Donc je vous laisse, prendre la main sur le partage. Impeccable. Bah, bonjour à tous les Ouais. 3 et merci beaucoup d'intervenir aujourd'hui. Merci Eric, merci pour l'invitation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement Data for Good. Donc, Data for Good, nous sommes une association de professionnels de la tech. Et on a pour vocation d'aider d'autres associations à trouver des solutions tech sur des projets citoyens d'intérêt général. Et donc, actuellement, la communauté Data for Good réunit un peu plus de 5000 bénévoles. Et depuis 2014, on a accompagné un peu plus de 100 projets. Et donc, chaque année, des bénévoles de Data for Good se mobilisent sur des saisons d'accélération d'environ 3 mois pour accompagner les associations et les aider à adresser des problèmes qui vont de la lutte contre la pêche illégale à la détection des feux de forêt, en passant par l'identification des bombes carbone et la data science responsable, puisqu'on est partenaire d'Eric. Donc, l'année dernière, lorsque le grand public s'est approprié les IA génératives,
via ChatGPT, les bénévoles de Data for Good se sont auto-saisis du sujet et ont décidé de réfléchir et d'écrire un livre blanc sur les enjeux sociétaux et éthiques des IA génératives et de faire un certain nombre de propositions pour une utilisation plus responsable. Et donc, ce livre blanc est à l'origine d'un jeu qui s'appelle la bataille de l'IA et ce sera l'objet de la première partie de notre présentation aujourd'hui. Ensuite, on va vous parler des enseignements de ce livre blanc concernant les enjeux environnementaux. Et on va finir par vous présenter un projet qui est en cours chez Data for Good qui s'appelle GenAI Impact et qui vise justement à adresser une des recommandations du volet environnemental du livre blanc. Et du coup, je vais passer la parole à Rémi pour le livre blanc. Merci Caroline et merci Eric pour nous recevoir. Donc, comme le disait Caroline, le livre blanc, c'est un livre blanc qui parlait des enjeux de l'IA générative. C'était notamment quand ChatGPT est arrivé à grand public en décembre 2022. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, nous qui avons la connaissance de l'IA générative, comment est-ce qu'on ferait pour parler au grand public et étaler nos connaissances et que ce ne soit pas que les experts de l'IA qui parlent d'IA, mais que tout le monde soit au courant. Donc, le livre blanc, il a 4 chapitres. Un chapitre qui est sur la fiabilité, donc, dont on parle d'hallucination quand une IA, elle nous répond, elle nous donne une fausse réponse ou une réponse biaisée. On parle aussi de l'autorat et la créativité, qu'on crée une image avec Midjourney ou avec une autre IA de génération d'images. À qui appartient cette image? Ça, le droit n'y répond pas. On parle aussi des biais, puisque les IA ne créent pas les biais, se basent sur nos biais et les font en x10. Et enfin, l'impact environnemental qu'aujourd'hui on va développer. Comme vous le savez, l'IA générative, ça consomme. Alors, l'équipe des présentateurs, vous avez vu Caroline, vous verrez Samuel après, qui est notre expert environnement, et moi-même. Et pour rappel que ce livre blanc, il a été écrit par une dizaine de bénévoles, donc ça a été vraiment le fruit d'un travail de 6 mois. Et on est content de vous le partager aujourd'hui. Maintenant qu'on a parlé du livre blanc, parlons de la bataille de l'IA. Alors, qu'est-ce que c'est? La bataille de l'IA, c'est un jeu de cartes où on va venir explorer les enjeux sociétaux et environnementaux de l'IA générative. Donc, ce projet, il est arrivé après les livres blancs et il se base dessus. Parce qu'on s'est dit, le livre blanc, il fait 120 pages. Très peu de personnes ont le temps de lire les 120 pages. Comment est-ce qu'on va faire pour parler au grand public, à des profils tech et non tech, et leur résumer ces connaissances et les faire réfléchir? Et donc, c'était l'objectif de la bataille de l'IA. Si on regarde comment est structuré l'atelier, donc c'est un atelier de 2 heures avec 3 ateliers, avec 3 sous-ateliers. Donc, la première partie, ça va être une frise chronologique des faits marquants de l'histoire de l'intelligence artificielle, de 1950, c'est-à-dire de la création du mot intelligence artificielle, jusqu'à 2025, l'IA Act. Et l'objectif, c'est que les participants prennent une carte, devinent sur où est-ce qu'ils vont se positionner sur la frise chronologique. Et une fois que tout le monde est positionné, on retourne les cartes et là, on voit si les personnes ont juste ou non. Et il y a des explications aussi derrière la carte de l'événement. Donc, le deuxième temps, ça va être en sous-groupe, où là, on aura des questions sur les cartes, comme générer une œuvre avec l'IA, est-ce que c'est de l'art ou de copier-coller? Et donc, c'est ce groupe qui seront composés de 5 à 6 personnes, ils vont discuter de ces enjeux. Et enfin, le troisième temps, ça va être aussi un atelier en sous-groupe. Et là, ça va être des scénarios prospectifs. Imaginons qu'en 2050, l'IA est utilisée pour estimer, pour prédire les catastrophes naturelles, mais en même temps, l'IA contribue à ces catastrophes naturelles. Mettez-vous à la place d'un data scientist, d'un décideur, d'un citoyen et discutez de ce débat. Et l'objectif, c'est que tout le monde donne son avis et prenne le rôle qu'il a choisi pour faire avancer le sujet
Et aussi, je leur rappelais que ce sont des sujets qu'on n'a pas les réponses. Et c'est surtout pour amener le débat qui est peu souvent amené. Super, merci Rémi pour cette partie sur la bataille de l'IA. Je prends le relais sur le livre blanc et en particulier du coup sur le chapitre 4 qui est dédié aux enjeux environnementaux. Alors, une des premières choses qu'on a cherché à étudier, c'est déjà de regarder les études sur les impacts environnementaux de l'IA. On en trouve de nombreuses sur l'entraînement. Donc, par exemple, pour l'entraînement de GPT-3, qui est le modèle de base qui était utilisé pour ChatGPT avec le fine-tuning GPT 3.5, on a une étude, Patterson et al., qui estimait les émissions CO2 à 552 tonnes CO2 équivalent. Et une des choses qu'on a voulu faire, c'est comparer ces émissions à l'entraînement avec les émissions à l'inférence, puisqu'on avait une petite intuition que potentiellement, à l'échelle à laquelle ChatGPT a été déployé, ces émissions allaient être comparables. Il se trouve qu'en faisant le calcul d'ordre de grandeur, on s'est vite rendu compte qu'on était quasiment à quasiment x20 en termes d'émissions sur une durée comparable d'estimation. Pour l'entraînement de GPT-3, on estime que ça a duré 2 semaines avec un cluster de 10 000 GPU V100. Et là, on a l'impact de 10 000 tonnes équivalent CO2 pour 1 mois d'utilisation de ChatGPT. Alors, ces 10 000 tonnes, ça s'explique premièrement parce qu'il y a une très grosse infrastructure qui sert à servir l'IA générative. Donc, voilà, ce qui avait été estimé, plus de 3600 serveurs, 29 000 GPU, etc. Donc, une infrastructure colossale, un data center entier presque, pour héberger ChatGPT. Et donc, ce qui induit une consommation d'énergie assez importante, environ 60 000 foyers en France, toujours sur 1 mois, et environ 100 allers-retours Paris-New York si on convertit ces tonnes équivalent CO2 en impact pour trajet en avion. Et en fait, là, le message vraiment à retenir derrière, c'est que, en fait, on a souvent cette notion de l'entraînement des IA est très consommateur en énergie. En fait, à cette échelle, l'IA générative, potentiellement, on dépasse largement les impacts de l'entraînement en 1 semaine seulement d'inférence à cette échelle-là. Et en pratique, quand on regarde les impacts du numérique, il n'y a pas seulement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre qu'on doit regarder, mais il y a aussi d'autres types d'impacts qu'on regarde souvent en ACV, à l'analyse de cycle de vie. Donc, il y a par exemple l'extraction de ressources naturelles. En fait, sans ressources naturelles, sans matières premières, vous ne pouvez pas construire les data centers, les GPU, les serveurs qui vont héberger ces services-là. Donc, il y a un vrai enjeu sur les ressources naturelles, d'autant plus que dans le domaine de l'IA, on a tendance à avoir un rythme de un nouveau GPU tous les 2-3 ans. Et on remarque que toutes les entreprises se ruent systématiquement sur la nouvelle génération. Donc, il y a un vrai enjeu de remplacement des GPU par les organisations et avec un volume juste colossal. Meta, je ne sais plus, ça se compte en centaines de milliers de GPU commandés à NVIDIA. Donc, c'est une très grosse commande. Il y a également un enjeu sur l'utilisation de l'eau. L'eau à la fois pour refroidir les data centers, mais aussi lors du processus de création des cartes, des GPU, par exemple. Donc, le processus de lithographie et de création des puces silicium consomme également de l'eau et rejette de l'eau, pas forcément avec potentiellement des espèces chimiques, toxiques à l'intérieur, si elle n'est pas traitée correctement. Et ainsi, d'autres types d'impacts. Je pense aux déchets électroniques. C'est relativement connu qu'une bonne partie des smartphones, laptops, ordinateurs finissent parfois dans des décharges publiques à ciel ouvert. Alors, pas chez nous, dans d'autres pays, mais ça existe toujours.
Et également, un critère ACV rarement pris en compte, enfin, en tout cas, pas dans les ACV classiques, mais c'est l'aspect perte de biodiversité qui peut intervenir en fait dans plusieurs aspects. Hein. Si vous êtes dans une zone de stress hydrique et que vous utilisez beaucoup d'eau, bon, vous avez un risque de biodiversité. Pareil, il y a un risque de biodiversité quand vous ouvrez une nouvelle mine, potentiellement pour recueillir des matières premières. Donc voilà, c'est un critère qui également peut être pris en compte. Et ce qui est en fait difficile aujourd'hui dans l'évaluation d'impact, donc c'est difficile d'évaluer les impacts en termes CO2, mais c'est encore plus difficile dans les autres critères, c'est avant tout par un manque de données dans le système, dans le domaine de l'IT de manière générale, mais il y a aussi un manque de transparence complet de la part des acteurs du numérique. Ça fait depuis 2007, par exemple, que NVIDIA il me semble que c'est 2007, que NVIDIA a promis une analyse de cycle de vie d'un GPU. En 2024, elle n'est toujours pas publiée, elle n'est toujours pas réalisée. Donc, il y a un problème de volonté et de transparence de la part des acteurs. Et aussi un manque de compétences, probablement, en fait, sur ces aspects-là. Une chose qui est importante de regarder sur l'IA générative, ça va être en fait, les nouveaux usages, les effets rebonds. Là, si je vous prends un exemple de quels sont les nouveaux usages qu'on peut générer avec ces nouvelles technologies, et que je prends l'exemple de la visioconférence en ligne, alors c'est très bien parce que dans la présentation précédente, on en a un petit peu parlé, donc ça fait rebond. Si on compare en fait un usage numérique comparé à on va dire une action qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire se rendre sur place à des bureaux pour faire une réunion, versus faire une réunion en téléconférence, comme on peut le faire actuellement. On peut assez vite conclure potentiellement que c'est mieux de faire une réunion en visioconférence que de prendre la voiture, se déplacer, arriver à son lieu de travail et faire une réunion en présentiel. Cependant, une chose qui est importante à remarquer, c'est que au fur et à mesure que les technologies se développent, notre software de visioconférence, il ne sert plus à seulement faire de la visioconférence. Il va aussi enregistrer l'audio, la vidéo. Par exemple, pour ce meet-up, on va pouvoir voir un replay complet. On peut imaginer, et on nous l'a démontré dans la présentation juste avant, des systèmes de transcription automatique. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, vous pourrez avoir sous forme de texte pré-traité. Et puis, pourquoi pas le résumé, donc avoir un résumé de tous les points importants de cette présentation. Sauf que ici, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a empilé de nouvelles fonctionnalités qui demandent de plus en plus des hautes technologies, qui sont par conséquent de plus en plus émettrices en CO2 ou en termes d'autres impacts. Et donc, à la fin, si on revient au use case du début, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire une visioconférence plutôt que de se déplacer? Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager de se déplacer autrement qu'en voiture, par exemple? Et du coup, d'un seul coup, la balance, elle n'est pas forcément évidente. Alors, ça reste un exemple. On peut coller beaucoup d'exemples dans ce genre-là, surtout avec tous les copilotes qui commencent à émerger à droite, à gauche, dans Windows, dans VS Code, dans tous les logiciels qu'on utilise aujourd'hui. Il y a une vraie sur les nouveaux usages qu'on a, quels impacts ils ont de manière générale. Est-ce qu'on ne déplace pas le problème, des fois, qu'on essayait de résoudre au début? Éventuellement, Caroline, je te laisse enchaîner. Tu es encore mute. Merci, Samuel. Donc, pour continuer sur les effets rebonds, ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que quand on a donné accès à autant de personnes à une technologie aussi disruptive que les IA génératives et ChatGPT, c'est que d'un seul coup, avec ces IA génératives, on a en fait beaucoup plus d'images et de textes qui ont été produits. Et donc, un raisonnement qui consisterait à dire qu'une page de texte générée à partir d'une IA générative va permettre d'émettre moins de CO2 que quand c'est un humain qui va écrire cette même page de texte. C'est un raisonnement en fait qui est faux, qui est biaisé, parce que justement, il ne tient pas compte de l'énorme volume de contenu qui est désormais produit par ce même humain et grâce aux IA génératives et qu'il n'était pas capable de produire avant l'arrivée de la technologie.
Et donc, dans le temps qui correspond au gain de productivité qu'on va gagner sur une page de texte, en fait, on va le passer à générer d'autres textes et d'autres images. Et donc, on va augmenter l'impact environnemental. Et si on continue du coup sur les impacts indirects, donc là, la question c'est à quoi va servir l'IA générative et donc quels seront les impacts qui vont découler de l'utilisation des IA génératives. Donc, si on prend un exemple, imaginons qu'on est en train de créer une campagne de marketing ciblée pour vendre des télés en ligne, par exemple. Il y a la méthode avant IA générative, donc on va sûrement créer plusieurs annonces, peut-être une dizaine, en fonction des différents profils d'utilisateurs à qui on veut vendre nos télés. Et il y a la méthode avec IA générative où on pourrait imaginer qu'on va créer plein d'annonces super ultra personnalisées et même pourquoi pas une annonce pour chaque profil d'utilisateur qui va se présenter à l'instant T sur notre site. Et donc tout ça, ça va augmenter l'efficacité de la campagne. Mais donc on va vendre plus de télé, et donc on va produire plus de télé et au final on va augmenter les impacts environnementaux. Et donc, tous ces impacts-là vont découler du fait qu'on a utilisé une IA générative pour la campagne de marketing. Donc, si on ajoute tous ces impacts indirects aux impacts qu'on a passés en revue depuis le début de la présentation, on se rend compte que l'impact environnemental des IA génératives, en fait, il ne fait que augmenter. Et donc, pour terminer, on a émis dans le livre blanc quelques recommandations. Et donc, pour les utilisateurs, il est important de nous questionner sur les usages que l'on fait de ces technologies. Donc, est-ce qu'on a besoin de ChatGPT à chaque fois qu'on doit poster quelque chose sur LinkedIn, écrire une lettre de motivation ou un email? Peut-être pas. Pour les décideurs, comme le rappelait Samuel, il est nécessaire d'avoir plus de transparence. Et donc, quand une société intègre l'IA générative dans ses produits et services, publier des métriques sur les impacts environnementaux. Et pour les data scientists, il est important d'évaluer et de documenter les impacts environnementaux de ces modèles. Et c'est une recommandation justement que nous avons décidé d'adresser chez Data for Good sur un projet cette saison. Et c'est justement le projet de Generative AI Impact qui est porté par Samuel. Et donc, je te repasse la parole pour nous le présenter, Samuel. Yes. Merci Caroline. Donc, effectivement, c'est un projet qu'on est actuellement en train de poursuivre et qu'en fait, la suite du livre blanc, c'est de se donner une meilleure idée des impacts des IA génératives. Et donc, en allant plus loin que le travail qu'on a fait sur ChatGPT, fournir une solution, en tout cas une étude bien plus large et bien plus précise sur les impacts environnementaux, notamment liés à la phase d'inférence, donc l'utilisation des modèles. Alors, on a deux axes dans ce projet. Le premier, c'est l'aspect méthodologique, comment on évalue les impacts de l'IA générative, qui est pas mal fait en collaboration avec Boavista, avec un certain nombre de méthodologies qui viennent de cette association. Donc, un premier enjeu, ça va être de modéliser les impacts. Un modèle tout simple aujourd'hui qu'on utilise, c'est une régression linéaire, une bonne vieille régression linéaire, qui va nous permettre de modéliser l'énergie consommée par un LLM en fonction de sa taille, donc la taille, le nombre de paramètres du LLM, et du nombre de tokens qu'on va générer. Et donc, avec déjà cette première estimation d'énergie, on peut estimer déjà des impacts à l'usage assez rapidement en fonction de à quel endroit est hébergé le LLM et le mix électrique du lieu dans lequel on est. Pour faire ces premières études, on a un certain nombre de datasets open source déjà disponibles. Néanmoins, on souhaite aller plus loin, confronter cette étude à nos propres expériences et étendre les datasets qui existent déjà. Donc, en créant en fait notre propre simulation d'un environnement de production, on va héberger un LLM pour de vrai, faire des requêtes un peu de manière aléatoire à ce service-là, et en même temps, on va avec des sensors regarder la consommation énergétique du serveur, du GPU, pour pouvoir affiner notre modélisation
tester sur des modèles spécifiques, je pense aux Mixture of Experts, tester sur des modèles au-dessus de 70 milliards de paramètres, ce genre de choses sur lesquelles on est aujourd'hui un petit peu limité. L'autre aspect, c'est la librairie Python. Alors, si vous êtes un petit peu dans le domaine, vous avez déjà posé la question d'évaluation des impacts de l'IA, vous connaissez peut-être Code Carbone. L'idée ici, c'est d'étendre, en fait, d'ajouter presque une extension à Code Carbone, mais dans un nouveau package qui doit encore trouver son nom, mais qui va vous permettre, en fait, d'écouter les requêtes que vous pouvez faire à OpenAI, à Anthropic, à Mistral, l'API de Mistral, etc., peu importe le client que vous utilisez, et de reporter les impacts de chaque requête. Donc, en fait, c'est implémenter la méthodologie que je vous ai décrite juste avant dans un cas vraiment concret où les développeurs peuvent directement faire un calcul d'impact sur base de leur requête et avec le minimum d'intégration possible. Donc, je vous ai mis un petit exemple de à quoi va ressembler la librairie. Voilà, vous avez un import, une installation, un import à faire et une initialisation, et hop, vous avez déjà les impacts qui sont disponibles pour chaque requête. Et donc, tout se base sur notre modélisation. Hein. Ça reste une modélisation que l'on fait et qui va ressortir donc des impacts en énergie, en CO2, en matières premières, etc. Donc ça, c'est un projet en cours et qui aura vocation à continuer d'évoluer après la saison Data for Good pour être réemployé et déployé dans les infrastructures, les organisations. Et Rémi, je te laisse conclure éventuellement. Eric, je te laisse, tu as une question, c'est ça? J'avais une question pour Samuel sur la librairie, mais vas-y, conclue peut-être. Ok, je conclue, attends. Avec la caméra, c'est mieux. Donc, et maintenant que vous avez vu le projet que Samuel vous a présenté, donc c'est lire ou relire le livre blanc. Effectivement, tous les sujets qu'on a écrits sont toujours d'actualité. Et je vous ai épinglé le lien pour que vous ayez accès. La bataille de l'IA, vous pouvez aussi aller voir sur le lien qui est bien détaillé. Vous pouvez même demander une intervention dans votre structure. C'est possible. Et j'ai oublié de le mentionner, mais ce jeu a été créé en collaboration avec Data for Good et Latitude. Latitude qui est une association similaire à Data for Good, mais plus spécialisée en formation. Et enfin, comme vous voyez, à Data for Good, on a plein de projets. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, ce que Samuel vous a présenté, c'était un projet. Et on en a une dizaine, tant au niveau de la création de chatbots que estimer la consommation énergétique des LLM. Donc, n'hésitez pas. Et je te laisse prendre la main, Eric, sur ta question. Ouais, merci beaucoup déjà à tous les trois pour cette présentation sur plusieurs facettes de Data for Good et des travaux que mène le collectif. Et on peut que à nouveau vous remercier, vous féliciter pour tous ces travaux et ces outils qui sont hyper utiles. Moi, j'avais une première question et peut-être je la couple avec celle de Florent dans le chat. Donc moi, ma question, c'était est-ce qu'il y a un repo pour le travail en cours de cette librairie? Est-ce qu'on peut suivre un peu l'avancement? Et puis, question couplée de Florent, la librairie Python a-t-elle une approche différente de celle de Code Carbone? Je ne sais pas, Samuel, si tu peux commenter un petit peu la diff. Donc, pour le repo, alors effectivement, il y en a un de travail actuellement à Data for Good, donc sur le GitHub de Data for Good. Après, à la fin de la saison d'accélération, c'est possible que ça change d'endroit, donc éventuellement, il y aura des communiqués sur LinkedIn. N'hésitez pas à suivre Data for Good et comme ça, vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir continuer de suivre le projet dans le temps et avoir les bons liens et la bonne publication. Pour l'instant, ça reste un prototype, la librairie. Et la différence en fait principale avec Code Carbone, puisque je l'ai mentionné, c'est-à-dire que en fait, Code Carbone va vraiment effectuer une mesure sur votre système. C'est-à-dire que Code Carbone parle à des API bas niveau sur votre système de mesure énergétique de votre GPU, de votre CPU, de votre RAM, etc. Donc, ces API, c'est RAPL, NVIDIA NVML ou NVIDIA SMI, Intel Power Gadget, il y en a plusieurs. Et donc, on fait vraiment une mesure. Et là, ça va fonctionner quand vous allez exécuter votre modèle en local, sur votre laptop, sur votre serveur, puisque le compute se fait sur votre machine. En revanche, là, l'IA générative, ce qu'on a vu, c'est qu'on utilise beaucoup plus d'API.
Et donc, quand on utilise une API, on utilise un service externe qui, par définition, ne tourne pas sur notre machine. Et donc, Code Carbone, ici, devient inefficace pour estimer les impacts environnementaux dans ce cadre-là. C'est pour ça que c'est, on va dire, une extension, c'est-à-dire que si vous utilisez peut-être déjà Code Carbone, mais que vous voulez ajouter l'IA générative dans vos projets, eh ben, c'est un bon couplage d'avoir les deux en même temps. Pour vos modèles en local, Code Carbone, pour vos modèles en API, principalement les LLM pour l'instant, le projet de GenAI Impact va fournir un package sur ce sujet-là. Voilà. Très clair. Ok, merci beaucoup, Samuel. Et je réponds à une autre question peut-être que j'ai vu passer dans le chat sur les méthodologies ACV pour inclure les effets rebonds. Donc ça existe, ça s'appelle les ACV conséquentiels. En revanche, c'est moins développé. Et c'est, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est bien plus difficile d'arriver à des chiffres, parce que là, il faut quantifier des impacts hypothétiques, très difficiles à quantifier. Mais c'est des démarches qui existent, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ACV conséquentiel. Très clair. Eh ben, merci. Est-ce que s'il y a d'autres questions sur la présentation de vas-y, Jean-Pierre, je t'en prie. Merci. Une présentation très intéressante, merci. J'avais des questions par rapport donc à votre calcul, dès lors que effectivement le calcul effectué par la librairie sur laquelle vous travaillez, dès lors que effectivement elle s'applique à des IA génératives qui tournent pas localement, comment vous allez pouvoir faire ces calculs? Est-ce que vous partez d'hypothèses un petit peu, les hypothèses que vous avez montrées sur votre figure où vous faisiez une interpolation linéaire à partir de données plus ou moins connues ou Ouais, donc ça c'est une spécialité, on va dire, de côté Boa Vista, c'est des méthodologies bottom-up, c'est-à-dire qu'on va modéliser au plus bas niveau qu'est-ce que c'est que de faire tourner un service, qu'est-ce qu'il y a dans le serveur, qu'est-ce qui va consommer de l'énergie, par exemple, ou pas. Et on va modéliser ça donc de manière bas niveau et après essayer de coller ça à une représentation de la réalité. Donc, on a nos datasets publics qui existent, qui sont des leaderboards. Et on essaie de créer aussi notre propre dataset pour challenger notre propre méthodologie, savoir un peu quelles sont nos barres d'erreur, nos marges d'erreur, etc. Et remplir les trous qu'on a. Et donc, à terme, l'idée de la méthodologie, ça va être de modéliser la partie consommation énergétique du GPU lors de l'inférence. Ça, aujourd'hui, on l'a. La consommation énergétique du serveur entier. Ça, c'est en cours d'ajout. Les impacts embarqués du hardware, pareil, c'est une méthodologie from Boa Vista. Donc, quel est l'impact hardware de faire le GPU, le serveur, etc. Qui est en fait attribué en fonction de la durée de vie du hardware, pas forcément dans les détails. Et après, on a envie d'aller encore plus loin, potentiellement, en essayant de quantifier l'infrastructure nécessaire pour répondre. Donc, je vous donne un exemple très simple. En fait, il va y avoir des pics. Et l'infrastructure va absorber des pics et elle est dimensionnée pour absorber des pics. Donc, quand on déploie l'autoscaling, etc., ce genre de choses. En pratique, si on peut absorber des pics, c'est qu'on a des machines qui, à des moments, vont être utilisées, à d'autres moments, ne vont pas l'être. Et bien, en fait, dans le cloud, sur le cloud, c'est typiquement ce qui se passe. On va essayer d'aller estimer aussi la taille du cluster total pour aller rétroactivement ajouter les impacts du fait que l'infrastructure scale et vous avez un certain nombre de machines qui potentiellement sont en train de dormir, mais qui sont toujours attribuées au service puisqu'elles répondent au service d'IA générative. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de dézoomer au maximum et de prendre le périmètre le plus large d'impact. Néanmoins, ça reste quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. La première version du package, je pense, n'ira pas jusque-là. Ok, merci. En tout cas, si vous voulez collaborer, moi, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir qu'on puisse travailler avec vous sur des sujets comme ça.
Ouais, je pense aussi, parce que s'il y a un entraînement de modèle en cours, c'est des choses, on peut clairement avoir des convergences. Donc, éventuellement, on se recontacte. Ça pourrait être super intéressant de comparer les résultats de vos modèles d'estimation avec une véritable mesure. S'il y a une entreprise qui devient partenaire et qui accepte de faire une mesure sur ses propres infrastructures. Oui, complètement. Ça fait partie des choses qui sont aussi à l'étude, donc à Boa Vista et à Code Carbone, sur une database de l'open data sur ce type de mesures-là. Donc, à terme, c'est une initiative qui essaie de se structurer en ce moment, d'ailleurs. Excellent. Excellent. Je vois, il est 6h15, donc s'il y a vraiment des dernières questions ou des prises de parole, des remarques que certaines ou certains veulent faire, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis, on va conclure en même temps. Je vais arrêter l'enregistrement et puis juste rester 3 minutes s'il y en a qui veulent échanger à bâton rompu. En tout cas, un grand merci à nos présentatrices et présentateurs et à tous les participants. Le replay sera mis en ligne plus tard dans la semaine. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Merci, Au revoir. bonne soirée.